Cheminer ensemble, la série culture de Chandail et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Hunger Games, quand le cinéma met en scène la télé-réalité. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. Hunger Games, c'est quoi ? Hunger Games, c'est cette trilogie dystopique américaine, écrite par Suzanne Collins, qui a bouleversé le monde littéraire. Publiée entre 2008 et 2010, elle a donné naissance à un véritable phénomène mondial. Les 3 tomes, Hunger Games, l'embrasement et la révolte, étaient traduits en français et vendus à plus de 26 millions d'exemplaires dans le monde. Un succès monumental qui a aussi permis de donner vie à une série de films en 4 volets. Face à l'engouement autour de la saga, plusieurs préquels ont vu le jour, replongeant les fans dans l'univers impitoyable de Panem. Le dernier, Lever de soleil sur la moisson, est paru en mars 2025. Le décor, un futur post-apocalyptique où l'Amérique du Nord n'est plus qu'une terre dévastée, divisée en 12 districts, dominée par le Capitole, une capitale technologiquement avancée mais implacable. Pour maintenir son pouvoir, le gouvernement organise chaque année le Hunger Games, un jeu télévisé où les adolescents sont tirés au sort pour se battre à mort dans une arène, sous les yeux du monde entier. Le dernier survivant rentre chez lui, riche et célèbre. Les autres ne rentrent jamais. Au cœur de cette histoire, il y a Katniss, 16 ans, habitante du district 12, le plus pauvre. Elle braconne chaque jour pour nourrir sa famille. Lors de la moisson, la sélection annuelle des tribus, sa petite sœur Prime est tirée au sort. Katniss, prête à tout pour la sauver, se porte volontaire à sa place. Direction l'arène, aux côtés de Peeta, le garçon désigné, et de Haymitch, un ancien vainqueur des Hunger Games, devenu leur mentor. Mais ce qui commence comme un jeu va véritablement se transformer en cauchemar, lorsque Katniss, en défiant le Capitole, allume la mèche d'une révolution. Structure narrative. Jean-Luc Godard, lors d'un entretien avec Pierre Assouline en 1997, parle du lien unique qu'il existe entre le cinéma et la littérature. Pour lui, la relation entre ces deux formes d'art est toute particulière. Si, selon ses propos, un bon livre ne donne pas nécessairement un bon film, il affirme néanmoins que la littérature, c'est souvent du cinéma. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Eh bien, dans les deux cas, que ce soit dans un livre ou un film, on construit une histoire, on lui donne une structure, et surtout, on choisit comment la raconter, comment la mettre en scène, en quelque sorte. C'est ce qu'il appelle la légende d'un film intérieur. On peut effectivement mettre en scène un roman, tout comme un film. Prenons l'exemple d'un roman à suspense. Il ne sera pas écrit de la même manière qu'un roman d'amour. De même, les chapitres d'un livre se comportent un peu comme des scènes de cinéma. Ils se terminent souvent après un événement, un changement de lieu ou un changement de perspective. Parfois, au contraire, un chapitre s'arrête en plein milieu d'un événement crucial, créant ainsi une pause artificielle et, pour le lecteur, un suspense qui le pousse à tourner la page. Un bon exemple de cette mise en scène dans la littérature contemporaine se trouve dans la saga Phobos de Victor Dixon. Ici, l'histoire d'une télé-réalité façon speed dating dans l'espace est racontée à travers une structure où les chapitres sont intitulés champ, hors-champ et contre-champ. Ces termes ne sont pas choisis au hasard, ils font référence à la manière dont l'histoire est filmée, en jouant sur différents points de vue. Les champs, comme une caméra subjective, correspondent au point de vue du personnage principal. Les hors-champs sont plus omniscients, du point de vue de la chaîne de télé, et les contre-champs représentent les perspectives des autres participants. Ce découpage n'est pas seulement une technique de style, il joue un rôle crucial dans l'essence même du récit. En utilisant ces perspectives, l'auteur parvient à nous plonger dans cet univers télévisuel fictif, nous donnant l'impression d'être des téléspectateurs, tout en suivant de près l'évolution des personnages. Un autre roman qui joue avec cette notion de mise en scène est Running Man de Stephen King. Dans ce roman, le découpage est aussi un compte à rebours, qui donne une tension particulière à l'histoire. À chaque page, le suspense monte, l'horloge tourne, et, selon l'auteur George B.M., les lecteurs sont attirés vers l'avant, aspirés sans répit. Cette compression du temps pousse le lecteur à ne pas s'arrêter, à suivre l'action sans aucune pause. Et, bien sûr, il y a Hunger Games,
qui ne fait pas exception à cette règle. Ici, la mise en scène est omniprésente. Les personnages sont conscients des caméras qui les filment, les yeux du lecteur. L'histoire elle-même, divisée en 3 parties, ressemble à une structure cinématographique classique en 3 actes. Ce découpage en actes, tout comme dans un film, est une preuve supplémentaire de l'influence du cinéma sur la forme même de l'écriture. Dans Hunger Games, Suzanne Collins livre une critique acerbe de la télé-réalité, qui, au fil des années, semble devenir de plus en plus malsaine. Elle imagine un futur où le mélange d'horreur et de divertissement extrême annonce des dérives pour notre société. Et, sans étonnement, ce genre de spectacle borderline existe déjà aujourd'hui, comme en témoigne l'émission australienne Go Back to Where You Came From, qui envoyait des civils dans une zone de guerre en Syrie. Là où Hunger Games se fait particulièrement percutant, c'est qu'il s'adresse à un public adolescent, qui est aussi celui qui consommera massivement de la télé-réalité. C'est donc à eux, les principaux concernés, que la critique est adressée. Pour construire son univers, Collins puise dans la mythologie grecque, notamment le mythe de Thésée et du Minotaure. Dans ce mythe, tous les 9 ans, des jeunes sont envoyés dans un labyrinthe mortel en guise de sacrifice pour expier la défaite d'Athènes. Cette idée de sacrifice fait écho à l'aspect violent de Hunger Games, où les adolescents deviennent des jouets d'un spectacle cruel et sans âme. Le nom de Panem, quant à lui, fait référence à l'expression latine panem et circenses, du pain et des jeux, qui décrit la façon dont les Romains détournaient l'attention du peuple avec des distractions, au déprimant de la réflexion. Dans les Hunger Games, ces distractions prennent la forme de spectacles de plus en plus macabres, où des jeunes sont sacrifiés pour le divertissement de masse. Le parallèle avec la télé-réalité est flagrant. Ce n'est plus simplement une punition, mais un show voyeuriste, où la violence est légitimée et même recherchée pour satisfaire une audience avide de sensations fortes. Mais si dans la fiction la violence des Hunger Games est une illusion, dans la réalité des émissions télévisuelles, elle devient souvent banalisée, parfois montée de façon à manipuler des émotions du public. Prenons l'exemple du film Running Man, où la production truque des vidéos pour manipuler la perception des téléspectateurs. Dans Hunger Games, c'est pareil. Les images sont soigneusement sélectionnées, et la quête du sensationnel pousse les organisateurs à créer des situations extrêmes pour augmenter l'adrénaline. Un feu de forêt est déclenché pour forcer Katniss à se rapprocher de ses ennemis. Des créatures mutantes sont lâchées pour rendre les derniers instants encore plus intenses. Dans cette critique, Collins utilise des figures caricaturales pour mieux souligner l'absurdité du spectacle. Par exemple, César Flickerman, l'animateur des Hunger Games, incarne cette excentricité démesurée des animateurs télé. Son look, sa personnalité, tout chez lui crie la fausseté. Tandis qu'il dépeint une image colorée et festive, la réalité des jeux est bien plus sombre, avec des vies humaines sacrifiées pour le divertissement. C'est là ce que critique Collins. La télé-réalité, comme le Capitole, est un univers où l'authenticité n'a pas sa place. Les tribus eux-mêmes doivent jouer un rôle, se mettre en scène pour séduire les sponsors, tout comme les candidats de télé-réalité cherchent à séduire le public pour ne pas être éliminés. Dans ce monde, le mérite n'a que peu d'importance, tout est manipulé. On le voit avec Cato, la némésis de Katniss dans le premier livre, qui réalise trop tard qu'elle n'a jamais eu de réelle chance de gagner, car dès le départ, les organisateurs et le public en avaient décidé autrement. Et les règles du jeu, elles aussi, sont ajustées à la convenance des producteurs. L'idée d'un double vainqueur, par exemple, n'était qu'un leurre pour forcer Katniss et Peeta à se confronter. Suzanne Collins va encore plus loin dans sa critique du cinéma et des grands studios de production. Dans Hunger Games, les arènes deviennent des lieux touristiques, des décors de films que l'on peut visiter, comme des lieux historiques des grands films d'Hollywood. Un parallèle se fait avec des studios comme Disney, qui ont transformé leurs films en véritables parcs à thème, comme Disneyland. Dans le roman, les arènes, comme des attractions, deviennent des spectacles où la mort est reconstituée pour le plaisir des spectateurs du Capitole. Ce cynisme va encore plus loin quand on réalise que ces scènes de violence et de mort fascinent malgré tout les spectateurs, une critique de la société de consommation et de divertissement. Simuler une histoire d'amour. Pour survivre dans l'arène, quoi de mieux que de toucher le cœur des téléspectateurs avec une histoire d'amant maudit. Katniss et Peeta seront appelés ainsi. Pour séduire les sponsors, ils décident de simuler une romance. Et croyez-moi, rien de plus efficace que de mettre en scène une histoire d'amour qui semble impossible.
car les spectateurs ne demandent que ça. Vivre chaque instant avec passion, chaque regard, chaque geste. Et vous savez quoi ? Ça marche. Grâce à cette tactique, ils arrivent à triompher des jeux. Un exploit qui, on le rappelle, va à l'encontre des règles des Hunger Games. C'est un peu comme dans n'importe quelle télé-réalité où les clashs et les histoires sentimentales sont des ingrédients principaux pour capter l'audimat. Les Hunger Games ne manquent pas de tension, mais l'histoire d'amour entre deux tribus, c'est du jamais vu. Et cette mise en scène demande un véritable jeu d'acteurs, ce qui devient compliqué quand on sait que les relations entre les deux tribus sont loin d'être idéales. Katniss, par exemple, peine à comprendre pourquoi elle devrait faire ami-ami avec Peeta. Après tout, ils sont censés être des ennemis mortels. C'est un peu comme ces acteurs qui, sur le tournage, jouent des amoureux transis tout en se détestant dans la vraie vie. Un exemple célèbre, Claire Danes et Leonardo DiCaprio dans Roméo plus Juliette. Une fois les jeux remportés, Peeta et Katniss se retrouvent prisonniers de leur faux couple, un peu comme les candidats de télé-réalité. Une fois les jeux remportés, Peeta et Katniss se retrouvent prisonniers de leur faux couple. Leur histoire devient un spectacle permanent. Pour convaincre les habitants du Capitole, ils doivent se plier aux attentes du public, jusqu'à annoncer leur fiançailles. Ce mariage, c'est l'événement médiatique par excellence. Imaginez un peu, un mariage retransmis en direct, une cérémonie suivie par des millions de téléspectateurs, l'équivalent de celui du prince William et de Kate Middleton. À travers cette histoire, Suzanne Collins critique l'obsession des médias pour les couples stars créés de toutes pièces. On connaît tous ces paparazzis qui traquent les célébrités, espérant capturer un moment intime à revendre à la presse people. Ces photos se vendent parfois à des prix fous, exposant les stars et leur vie privée au grand jour. Les déboires de couples comme Brangelina ont déchaîné la presse, les émissions de télé et les réseaux sociaux. Katniss et Peeta, eux, sont victimes de ce même système, mais avec des enjeux bien plus graves. Leur survie dépend de cette histoire d'amour, et ça ajoute une dimension dramatique à l'ensemble. L'iconisation des personnages. Les participants au jeu ne sont pas simplement des tribus, ils sont des stars. Chaque aspect de leur apparence et de leur personnalité est soigneusement choisi pour provoquer des émotions chez les téléspectateurs, pour ajouter du sensationnel à l'écran. Les tribus deviennent des icônes, des personnages qu'on façonne pour séduire le public. Leur popularité n'est pas qu'une question d'image, elle a un impact direct dans l'arène, car plus ils sont populaires, plus ils ont des chances d'obtenir des sponsors, qui peuvent leur envoyer de l'aide. C'est un peu comme les gladiateurs dans l'Antiquité. Ceux qui attiraient l'attention du public avaient plus de chances de survivre. Certains, comme le gladiateur Thrace, étaient surnommés le soupir des jeunes filles, et étaient des légendes vivantes grâce à leur popularité. Un exemple parfait d'un Hunger Games est Finnicodère. Il est décrit comme un jeune homme incroyablement séduisant, ce qui le rend très populaire pendant la 65e édition des Jeux. Il devient rapidement le favori du public et survit grâce à sa beauté, son charisme et bien sûr à l'aide des sponsors. Avant même le début des Jeux, chaque tribu passe sur un plateau télé pour se présenter, se transformer en véritable star. Et là, on découvre un paradoxe saisissant. Ces jeunes, qui vont entrer dans une arène de mort, doivent jouer le jeu de la sympathie à tout prix pour séduire les caméras. Élodie Leroy en parle comme d'une forme d'hypocrisie des médias. Ils exploitent la violence de l'événement, mais ils ne laissent les plus vulnérables s'exprimer qu'à travers leurs émotions, filmées sous tous les angles. Ceux qui ne parviennent pas à toucher le public n'ont aucune chance de survivre. C'est là que Peeta brille. Socialement habile, capte l'attention du public dès le début et se rend compte que sa popularité peut être une véritable arme. A l'inverse, Katniss, qui déteste cet univers télévisuel, lutte pour jouer son rôle. Elle trouve l'idée de Peeta prétendant être amoureux d'elle ridicule, le jugeant faible. May et Mitch, leur mentor, voient ça comme un coup de génie. Finalement, c'est la sincérité de Katniss, son acte héroïque de se porter volontaire à la place de sa sœur, et son alliance avec Rue, une jeune fille, qui séduisent le public et lui rapportent des sponsors précieux. Le système atteint son paroxysme avec les tribus de carrière, ces enfants des districts 1 et 2, formés dès leur plus jeune âge pour devenir des tueurs professionnels. Dans ces districts, être choisi comme un tribut est un honneur. Remporter les jeux signifie gloire, richesse et reconnaissance. Pour les habitants des districts, ce sont des véritables icônes, des héros. Mais tout va bien au-delà de la simple victoire. Leur médiatisation continue même après les jeux, jusqu'à envahir leur vie privée.
Leurs vies sont scrutées, souvent exposées dans des scandales médiatiques. Par exemple, quelques mois après leur victoire, les tribus gagnants font une tournée dans tous les districts. À chaque étape, tout est scénarisé. Leur image est manipulée et retransmise à la télévision. Ces stars sont prisonnières de leur statut. Certains, comme Finnick, sont forcés de se prostituer pour satisfaire les citoyens les plus riches. D'autres, comme Beatty, ancien vainqueur du District 3, sont utilisés pour leurs compétences spécifiques. Quand Katniss gagne, elle devient à son tour une icône, mais pas de la même manière. Au Capitole, elle est une star, imitée par les habitants. Mais dans les districts, elle devient le symbole de la rébellion. Son image dépasse celle d'une simple gagnante des Hunger Games. Elle est l'emblème de la révolution en préparation. Le jet moqueur, symbole de la révolution, est même devenu son emblème. Un souvenir d'un accident du Capitole. Le jet moqueur est né d'une erreur génétique, un croisement entre les jets bavards, les oiseaux utilisés par le Capitole pour espionner les rebelles, et les oiseaux moqueurs. Ces jets ont commencé à dire n'importe quoi, et cette erreur a engendré l'espèce qui porte maintenant ce nom. Katniss, en tant que jet moqueur, représente la révolution. Son image a une portée symbolique bien plus large que celle de n'importe quel autre vainqueur. D'ailleurs, dans Hunger Games, la mode joue un rôle crucial. Les vêtements sont plus que des tenues, ils sont une arme de mise en scène. Suzanne Collins critique l'obsession de la consommation et des apparences, et dépeint les habitants du Capitole comme des consommateurs obsédés par le luxe. Les tenues extravagantes des habitants du Capitole sont une satire de la société de consommation et de la superficialité. Effie Trinket, l'hôtesse du district 12, incarne cette critique avec des tenues ridicules, où l'ostentation atteint son paroxysme. Dès leur arrivée au Capitole, chaque tribu se voit attribuer un styliste pour l'aider à se mettre en valeur. Et c'est là que Katniss rencontre Cinna, un styliste discret, mais brillant, qui comprend l'importance de l'image. Pour la parade, Cinna décide de transformer Katniss en « la fille du feu », en lui créant une robe qui s'enflamme, attirant instantanément l'attention du public. Cette robe la rend incroyablement populaire et devient son premier grand symbole. Mais les tenues vont bien plus loin. Dans Hunger Games, elles sont utilisées comme des armes. Lors de son passage à la télé dans le 2e tome, Katniss doit porter une robe de mariée, une robe qu'elle aurait dû porter pour son mariage avec Peeta. Mais Cinna la transforme en un symbole révolutionnaire. La robe s'enflamme et devient noire avec des ailes, symbolisant le jet moqueur, et, à travers lui, la rébellion. C'est là que la mode et le symbolisme se rejoignent, donnant à une simple tenue un pouvoir révolutionnaire. Briser le 4e mur. Le concept de 4e mur, c'est un peu la frontière invisible entre les acteurs et le public. Dans le théâtre, ce mur sépare les spectateurs de la scène, mais au cinéma et la télé, l'écran joue un rôle similaire. Souvent, ce mur est brisé, notamment quand les personnages s'adressent directement aux spectateurs, nous sortant momentanément de l'histoire. Ce procédé, parfois métafictionnel, nous invite à réfléchir sur l'œuvre elle-même. Prenons l'exemple des Hunger Games. À la fin du 2e tome, Katniss tire une flèche dans le dôme qui l'emprisonne, brisant littéralement ce fameux 4e mur. En refusant de suivre le scénario de mort qui lui est imposé, elle prend pleinement conscience du monde qui l'entoure. Et surtout, elle réalise que son véritable ennemi n'est pas la reine, mais le système tout entier. Ce type de métaphore apparaît dans le roman Addict de Jane Ryan, où le jeu de télé-réalité Addict pousse ses participants à relever des paris de plus en plus risqués pour gagner des cadeaux. Dans son adaptation cinématographique Nirv, on retrouve une idée similaire. Pour se libérer du jeu, les participants le hackent. En exploitant le système, ils renvoient les voyeurs, ceux qui regardent et votent pour les défis, face à leurs responsabilités. Quelques instants auparavant, ces voyeurs avaient voté pour la mise à mort d'une joueuse. En simulant cette mort devant la caméra, les joueurs retournent le jeu contre lui-même. Et tout ça prend une autre dimension dans le livre. Lorsque les participants sont enfermés dans une pièce sous surveillance, ils brisent aussi le 4e mur, littéralement. Ils cassent la baie vitrée qui fait office d'écran, se libérant ainsi du jeu. Ce geste les libère, non seulement d'un piège qui les avait enfermés, mais aussi des regards des spectateurs, ces fameux voyeurs. Ce moment représente une prise de pouvoir, car ils sortent du rôle de simples témoins et deviennent acteurs de leur propre destinée. En brisant ce 4e mur, les participants se libèrent du jeu et retrouvent la réalité. Mais il y a aussi un message puissant pour les voyeurs, qui sont confrontés à leurs propres choix.
Ce sont eux qui votent pour les paris, pour les défis, pour la violence. En libérant les joueurs du joug du jeu, on les aide à retrouver leur humanité, tout en réveillant la conscience des spectateurs eux-mêmes, les amenant à réfléchir sur leurs propres actions. L'allégorie de la caverne. Imaginons un instant qu'on associe le procédé décrit ici au fameux mythe de la caverne de Platon, issu du livre 7 de la République. Platon y raconte l'histoire de prisonniers enfermés dans une caverne, qui ne voient que des ombres projetées sur les murs par des objets venus du monde d'en haut. À travers cette allégorie, Platon nous invite à réfléchir sur la réalité du pouvoir et sur la manière dont certains choisissent de rester dans l'ignorance, sans jamais questionner l'autorité. Ceux qui décident de briser leur chaîne accèdent à la vérité et voient le monde tel qu'il est vraiment. Au cinéma, on retrouve cette idée dans les films Hunger Games. Ici, l'écran de projection fait office de mur de la caverne, montrant aux habitants des districts des images soigneusement manipulées de massacres qui ont lieu dans les jeux. Ces images, choisies, modifiées, parfois même créées de toutes pièces, contrôlent la perception des spectateurs. Dans le 3e tome de la saga, la manipulation atteint son paroxysme. Pita, captif du Capitole, est confronté à une réalité altérée par des images qui mêlent vérité et fiction, le forçant à confondre réel et illusion. On pourrait alors comparer le président Snow au malin génie de Descartes dans ses méditations métaphysiques. Ce malin génie, c'est cet esprit supérieur qui nous trompe, manipulant nos perceptions. C'est exactement ce que fait Snow, en manipulant Pita pour qu'il croie que Katniss est un véritable monstre. C'est là que la transformation de Pita devient fascinante. Il réussit à se libérer de cette illusion, en interrogeant constamment la réalité autour de lui avec cette question essentielle. Réel ou pas réel ? Une question qui fait évidemment écho à celle posée à Neo dans Matrix. Dans Matrix, Neo doit choisir entre 2 pilules, l'une qui le maintiendrait dans une existence confortable mais vide de sens, et l'autre, la pilule rouge, qui l'obligerait à ouvrir les yeux sur la réalité. Ce choix, qui semble extrême, reflète le dilemme de Pita et bien d'autres personnages confrontés à des réalités manipulées. Et ici, Baudrillard, dans Simulacre et Simulation, parle de la télévision comme d'un médium qui transforme les événements tragiques en spectacle. En émotion posthume, on retrouve ce phénomène de Hunger Games, où la violence devient un spectacle destiné à empêcher la rébellion, tout en distrayant le public. Des films comme The Truman Show et Battle Royale explorent aussi cette idée de la réalité construite, où les personnages cherchent à échapper à des systèmes qui les contrôlent. Truman, dans The Truman Show, découvre que sa vie entière a été manipulée par un réalisateur qui, tout comme Snow, se prend pour Dieu. Mais Truman choisit de s'en libérer. De même, Katniss, au fur et à mesure de la saga, cesse d'être un simple acteur manipulé. Au début, elle est un pion, un outil de propagande. Mais c'est lorsqu'elle brise les chaînes de cette manipulation qu'elle prend en main sa propre évolution. Ce moment crucial de son évolution se voit même sur la couverture des livres. Dans le 1er tome, le gemme au cœur est recroquevillé, enfermé dans un cercle. Dans le 2e, il est toujours prisonnier, mais moins docile. Et dans le 3e, le cercle est brisé, et le gemme au cœur s'envole, libre. Dans cette saga, Katniss choisit d'être elle-même, quitte à se détacher des attentes, des influences extérieures et des manipulations des autres. Elle devient l'âme de la révolution, refusant d'être utilisée, même lorsque le pouvoir de la révolution elle-même tente de l'instrumentaliser. Et, dans une ultime scène, Katniss fait un choix qui marque sa pleine transformation. Au moment de l'exécution de Snow, elle prend une décision imprévisible et met fin à son rôle de marionnette, prouvant ainsi qu'elle n'est plus sous le contrôle de personne. Elle rejette le système, une fois pour toutes. Pour conclure, Suzanne Collins dépeint avec force une société où la mise en scène est omniprésente, du récit aux événements qu'elle décrit. Hunger Games critique la télé-réalité et les dérives du divertissement de masse, en interrogeant la place du spectateur et son rôle dans la perpétuation de ces spectacles. L'œuvre nous rappelle que la frontière entre fiction et réalité est mince, et que la prise de conscience du spectateur est essentielle pour ne pas tomber dans le piège du voyeurisme passif. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Cheminer ensemble, la série culture de Chandaille et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble, le point G
de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminée. Ça vous a plu ? Vous reviendrez ?